C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan de la semaine, le bilan du mois et le bilan du trimestre avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Bilan du mois de mars qui a été un mois un peu plus chahuté que les précédents, même si au final, quand on regarde peut-être les clôtures mensuelles des indices actions, difficile de se souvenir qu'on est passé par une phase de stress bancaire qui aurait pu dégénérer, qui reste pour l'instant canalisé. Le CAC 40 est très proche de ses sommets historiques, on est à une cinquantaine de points des 7400 points, 7335 points précisément pour l'indice CAC qui progresse de 1% sur cette dernière séance du mois et du trimestre, un carton plein sur l'ensemble de la semaine avec un rebond continu des indices actions européens notamment. Le S&P, le Nasdaq également ont retrouvé des niveaux très proches de leur sommet récent avec un S&P 500 largement au-delà des 4000 points désormais. Et puis on notera toujours sur les marchés actions une volatilité qui n'a cessé de baisser avec un VIX qui est même passé sous le niveau des 19 au cours des dernières heures et des dernières minutes de ce mois de mars. Évidemment, il y a eu quelques petits changements sur la partie obligataire avec un gros rallye obligataire généré par le stress bancaire et l'anticipation que les banques centrales feront peut-être évoluer la trajectoire future de leur politique monétaire. Nous reviendrons sur tous ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant avec des investisseurs qui ont pu se concentrer à nouveau sur le problème de l'inflation qui reste évidemment un sujet de préoccupation, notamment quand on regarde les premières estimations d'inflation en zone euro publié pour le mois de mars tout au long de la semaine avec le chiffre global pour la zone euro qui a été publié aujourd'hui. Et toujours cette même mécanique à l'œuvre, l'inflation globale profite d'effets de base et de la baisse des prix de l'énergie notamment pour marquer un nouveau palier à la baisse. On est passé sous les 7% d'inflation globale par rapport à il y a un an en zone euro au mois de mars. En revanche, le cœur de l'inflation continue de chauffer et de chauffer beaucoup trop fort pour permettre sans doute à la BCE de relâcher à ce stade ses efforts. On a vu une inflation dans les services notamment qui continue d'alimenter cette inflation cœur qui a atteint un pic de 5,7% sur un an au mois de mars en zone euro. Voilà pour la situation de marché en cette fin de mois et en cette fin de trimestre. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, une fois par mois nous avons rendez-vous avec Michel Rumi, économiste associé de la plateforme SPAC, avec qui nous reviendrons sur les événements bancaires du mois de mars. Comment est-ce qu'une banque peut garantir sa solidité aujourd'hui? Quels sont les éléments qui peuvent permettre de garder ou de restaurer la confiance quand on est une banque? Michel Rumi sera avec nous donc à partir de 17h45 dans cette émission. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en direct à 17h avec vous, Alix Nguyen. Et c'est donc une fin de semaine dans le vert pour les marchés actions. Oui, le marché accueille aimablement les deux indicateurs phares de la journée que sont la consommation des ménages américains et l'indice Core PCE. Aux États-Unis, l'indice Core a diminué à 4,6% sur un an en février. La hausse des dépenses des ménages est quant à elle moins marquée qu'attendue. Elles ont augmenté de 0,2%. À noter également que toujours aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont progressé. Et puis, dernier indicateur du jour outre-Atlantique, l'indice de confiance du consommateur en version définitive du mois de mars de l'Université du Michigan s'est dégradé. Il recule à 62 après 67 en février. Plus près de nous, en zone euro, la hausse des prix à la consommation a continué de ralentir en mars à 6,9% en raison, une fois de plus, du recul des prix de l'énergie. Hors énergie et alimentation, l'inflation a au contraire accéléré à 5,7%, soit près du triple de l'objectif de la BCE en février. Sur le compartiment obligataire, les statistiques américaines provoquent le tassement des rendements des emprunts d'État. Celui des treasuries à 10 ans se replie. Le dollar regagne du terrain et puis le marché pétrolier poursuit son redressement. Et puis du côté des valeurs qui font l'actualité aujourd'hui, on retiendra le bond du titre Air France KLM à Paris.
Oui, soutenu par une recommandation de Deutsche Bank. Selon le broker, les bénéfices d'exploitation du secteur aérien européen en 2023 pourraient être plus élevés. Et puis, dans le secteur pharmaceutique, la filiale française du groupe allemand Sartorius va faire l'acquisition de Polyplus, spécialiste des thérapies cellulaires et géniques, pour un montant de 2,4 milliards d'euros. En bourse, l'annonce est accueillie moyennement. Le cours de Sartorius est en nette baisse. Et puis à noter qu'au sein du CAC, Air Liquide, Hermès, LVMH et Thales touchent de nouveaux plus hauts historiques. Les valeurs bancaires évoluent en ordre dispersé. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen en direct à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est avec nous, le président de Delubac Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Christian Parizeau de nous accompagner également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes économiste indépendant et président d'Altair Economics. Et avec nous également en plateau Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Oui, l'idée est de faire un bilan du mois de mars et du premier trimestre, qui reste un trimestre de performance positive pour les marchés actions, après un trimestre de fin d'année dernière qui était déjà là aussi un trimestre de performance positive pour les indices en Europe et aux États-Unis. Bilan du mois de mars, Thibaut, le VIX à moins de 19, le CAC à 7350 points, le S&P 500 à 4075 points, le Nasdaq à plus de 12 000, l'euro-dollar qui est passé de 1,06 à 1,09 en un mois. Ça ressemble pas tellement à un mois de crise bancaire. Oui, à part le niveau du Nasdaq qui est quand même pas franchement proche de ses plus hauts. On a un ensemble d'expressions assez fleuries sur les places de bourse. Une seule qu'on utilise parfois, c'est de dire arracher la clôture. Quand on a une journée qui est toujours un peu pourrie et puis qui d'un coup, in extremis, se redresse. Là, ce mois de mars, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a quand même vécu un mois extrêmement pénible avec un certain nombre de crises d'ampleur parfois systémique et très préoccupante. Tout ça pour finir avec la plupart des marchés qui sont en hausse, avec des dichotomies quand même très fortes, on pourra en reparler, en particulier aux États-Unis, avec un Nasdaq qui a très fortement progressé, pendant que le Russell, indice des mid-cap, qui comprend entre autres certaines des pépites banques régionales, finit en forte baisse. Donc une forte dichotomie, mais effectivement un point final pour lequel on aurait tous globalement pas mal signé en milieu de mois, quand on était plus parti pour effacer les performances de l'année que pour se rapprocher parfois de niveaux proches des plus hauts atteints cette année. Et également quelques éléments moins visibles, mais par exemple les small caps qui font quand même un mois assez catastrophique. Ce qui est assez classique dans les périodes un peu de stress et de flux négatifs, ça revient toujours un peu plus tard. Donc un mois très agité, dont on est content qu'il se finisse, et où la fin de mois aura un peu sauvé un déroulé relativement pénible. Vous êtes content que le mois de mars se finisse parce que vous avez l'anticipation que le mois d'avril sera plus tranquille, c'est ça, Thibaut? Non, mais il faut se mettre à la place d'investisseurs qui, après quelques années excellentes, sont fait lessiver en 2022. Quand on leur dit janvier, ça monte, février, ça monte encore un peu. Si mars, on a tout rendu, c'est pas terrible. Si mars, on a encore monté, c'est autre chose. Donc, il s'agit plus d'empathie envers les investisseurs que d'un avis très personnel. Après, c'est vrai que le marché qui baisse tous les mois, ça peut engendrer une certaine lassitude. Donc, quand ça remonte un peu plus tous les mois, on n'est pas mécontent. Il y a de la compassion dans Smart Bourse pour le métier des investisseurs et des gérants, aucun doute là-dessus. Mais vous dites, c'est intéressant parce qu'effectivement, je donne quelques grands indicateurs, mais dès qu'on va un peu sous cette surface, on retrouve bien les mouvements et le stress qu'on a pu voir au mois de mars. C'est un marché qui s'est beaucoup resserré, qui est beaucoup plus défensif que ce qu'on a connu il y a 3 ou 4 semaines encore. Je notais par exemple que le S&P 500, la perf du S&P 500 depuis le début de l'année, est liée à un groupe de moins de 10 valeurs qui sont à nouveau les grandes valeurs technologiques américaines. Ouais, mais ça veut dire quoi défensif? Vous parlez de valeurs qu'on fait en moyenne moins 40 l'année dernière. C'est des valeurs défensives? Ça veut rien dire. L'année dernière nous a appris que le défensif, c'était peut-être Total ou Thales, ce qui n'était pas forcément complètement évident avant, que certaines valeurs qui étaient vues comme défensives n'étaient pas du tout. Il y a 2 ans, vous aurez dit que les valeurs défensives, c'était Sartorius Tedim dont on parlait. Pour l'année dernière, ça n'a pas fait une preuve de défensivité colossale. Le point est juste de dire, voilà, on en a l'impression que les banques centrales ont dit, les périodes de hausse de taux, l'inflation commence à baisser à des rythmes divers. Les difficultés bancaires vont être de nature à limiter la vitesse de circulation de la monnaie et donc l'inflation. Donc on a peut-être quand même fait une grosse partie du chemin, si ce n'est pas tout. Et donc forcément, tous les taux ont commencé à rebaisser assez nettement. Et on sait que les secteurs les plus touchés l'année dernière, dont les valeurs technologiques, ont réagi positivement
pendant que les secteurs moins, on va dire, sanctionnés l'année dernière, ou les secteurs qui étaient le cœur de l'actualité, comme les banques, ont souffert. Donc je pense qu'on est plus vraiment dans le défensif, peut-être un peu dans la logique de taux, et puis dans une espèce de rotation vers des choses qui sont un peu plus visibles, qui étaient souvent ce qui était cher. Donc voilà, il y a une cohérence. Après, est-ce que c'est défensif ou pas? Je pense que c'est une notion qui a valdingué l'année dernière, et qui nécessitera aujourd'hui d'être redéfinie. Voilà. La question étant de savoir effectivement ce retour des grandes valeurs, est-ce que c'est une position d'attente dans une période de transition un peu troublée, ou est-ce que ce sont le retour de vraies convictions sur ces valeurs-là aujourd'hui? Christian, sur le stress bancaire apparu à partir du 8-9 mars autour de SVB, où en est-on aujourd'hui? Donc on met le nez chaque semaine désormais dans l'évolution du bilan total de la Réserve fédérale américaine. Sur la semaine du 9 ou du 8 au 15, on a vu une très forte progression, un reflet de la liquidité que les banques venaient chercher en urgence auprès de la Fed et des programmes qui étaient ouverts pour cela. On a vu une progression à nouveau la semaine suivante du bilan de la Fed, mais dans une moindre mesure. Sur la troisième semaine, écoulée du 22 au 29 mars, on a vu une stabilisation du bilan de la Fed et même, je crois, au global, une légère décrue de 28 milliards. Beaucoup de liquidités. Alors, il y a toujours une demande de liquidité, effectivement. On n'a pas effacé cette demande de liquidité qu'on observe depuis la mi-mars. Est-ce que le fait, quand même, qu'on ne demande pas plus de liquidité encore, est-ce que c'est le signe d'un début d'apaisement, d'un stress bancaire qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup fait parler? Il y aura des traces de cette crise bancaire. Je dirais que la première trace, c'est d'une part, c'est de se dire que les banquiers centraux aujourd'hui ne peuvent plus aller aussi vite dans la remontée des taux parce que c'est pas tenable pour les banques. Donc il y a une sorte aujourd'hui d'image sur les marchés qui est de dire si on y va à coup de 50 points de base, de 75 points de base, c'est pas tenable, c'est trop et ça va créer de l'instabilité. Donc ça bloque en partie l'action des banquiers centraux, même si je pense qu'ils voulaient plus monter de manière importante. Mais en tout cas, ça c'est un premier coup. On a dans la tête aujourd'hui qu'il y a un risque financier, même si aujourd'hui on n'est pas dans le risque total. Après, deuxième chose, je trouve que, alors ça on n'en parle pas assez, c'est que derrière SVB, c'est un vrai problème sur le secteur techno. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup encore. On en parle. Derrière le problème de SVB, c'était une baisse de ses dépôts, et derrière, c'était quand même que des petites valeurs du secteur techno avaient des problèmes de trésorerie, ne levaient plus de fonds et avaient besoin, finalement, ont pioché dans leurs dépôts. Donc c'est qu'il se passe quand même quelque chose aux États-Unis, et c'est un peu étonnant cette performance du Nasdaq, mais c'est vrai que sur les grosses technos, et on n'a pas été sur les petites valeurs, mais ça montre bien que quand même il se passe des choses de manière assez inquiétante, en tout cas pour ce secteur. Et puis globalement, on voit qu'il y a quand même des facteurs de risque. Et puis troisième enseignement, c'est que derrière, ça relance tout le débat de la régulation, qu'on va avoir des banques qui vont être largement sous pression. Et là, je me mets à la place, vous êtes une petite banque américaine, vous avez mis un gros pied sur le frein, parce que faut que on finit le trimestre, il va falloir présenter des comptes avec des ratios de liquidité monstrueux, parce qu'il va falloir dire, il n'y a aucun risque, messieurs, mesdames, regardez, j'ai mon super ratio, mais j'ai arrêté de faire des crédits, j'ai arrêté de faire des prêts, parce que pour l'instant, priorité à mes ratios de solvabilité, priorité à mes ratios de liquidité. Et puis en plus, quand on a Biden qui dit, attention, je vais vous faire descendre la Fed, qui va nettoyer tout ça et qui va regarder de vos bilans, eh ben, vous êtes comme ça et vous faites prudence. Le problème, c'est que derrière, vous financez plus l'économie. Alors, vous allez me dire, c'est 38% des prêts, les petites et moyennes banques américaines. Je retire les 25 plus grandes. Donc, si on prend ces banques-là, c'est 38% des prêts. Sauf que c'est 67% des prêts au secteur immobilier et commercial. Et donc, on peut avoir un vrai impact économique derrière tout ça. Donc, prudence quand même. On semble que le marché a retenu qu'une chose. Ils se sont dit, super, la Fed va plus monter ses taux. On va même peut-être les baisser très rapidement, donc ça c'est génial. Donc s'il les baisse, c'est qu'il se passe quelque chose quand même sur l'économie. Bon, c'est génial. Et on n'est pas encore sur les anticipations de récession aux États-Unis, mais on peut se dire que quand même il se passe quelque chose qui va laisser des traces. On y reviendra, mais sur la question du durcissement des conditions de crédit bancaire et peut-être de la distribution même de crédit bancaire qui est en jeu aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer quand même que de grandes banques majeures puissent prendre la relève de banques petites et moyennes qui seraient, j'allais dire, occupées par d'autres affaires et certainement pas avec l'appétit de distribuer beaucoup de crédits dans les prochains mois? Est-ce que ça peut compenser quand même une partie du défaut, du manque de distribution de crédit qu'on pourrait observer venant des banques petites et moyennes? Moi, je pense qu'elles vont être très prudentes parce que lorsqu'on voit la liquidité qui a été demandée auprès de la Fed, ça a été demandé par toutes les banques. C'est pas les petites banques qui ont fait 500 milliards de demandes de liquidité, c'est que
c'est venu aussi des grandes banques et que les grandes banques avaient quand même peur. Alors pourquoi elles ont peur ? Parce qu'elles ont eu un environnement exceptionnel. C'est-à-dire que faut voir, c'est que quand les ménages américains ont touché les chèques Biden, ils l'ont reçu sur leur compte courant et ils l'ont laissé sur leur compte courant. Et donc toutes les banques américaines ont profité d'une très forte hausse, d'une très forte croissance des dépôts, et pas que les petites, les grandes aussi. Et, sans avoir besoin de les rémunérer. Et en voilà, tout cas, ou à 1%. Moins que ce que le marché pouvait proposer. Il y a à peu près à 1%, c'est rémunéré à 1% en moyenne, alors que la Fed, elle a remonté ses taux et il suffisait de le placer le soir auprès de la Banque centrale américaine à 5%. Un beau business, hein, c'est quand même un business exceptionnel. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un impact de cette crise, que les ménages américains ont pris conscience qu'ils avaient beaucoup de liquidités sur leur compte courant, que derrière, si le placer en SICAV monétaire, ça rapportait beaucoup plus et que c'était moins risqué, c'était beaucoup moins risqué, il n'y a plus ce problème-là. Et là, on voit qu'il y a quand même un afflux très important sur les fonds monétaires. Donc ça pose un vrai problème. Alors d'une part, parce que c'est des coûts de ressources qui sont... Alors je ne vous dis pas que les grandes banques américaines vont faire faillite, hein, naturellement, loin de moi, je ne vais pas vous dire ça comme discours, mais ça veut dire qu'on a une hausse du coût des ressources pour les banques. Le coût de la liquidité et donc derrière, augmente. Aujourd'hui, soit elles vont devoir augmenter très fortement les rémunérations des dépôts, soit elles vont avoir une fuite des dépôts vers ces fonds monétaires. Et donc ça veut dire que globalement, quoi qu'il arrive, on est quand même sur une... On va répercuter ça aux clients, on va prêter plus cher. Et puis derrière, on va quand même réduire son exposition au risque. Et donc, on va quand même réduire sa volonté de distribuer du crédit. Donc ça durcit quand même les conditions financières, quoi qu'il arrive. Benoît, qu'est-ce qui vous rassure à ce stade dans ce stress bancaire apparu mi-mars ? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de se rassurer aujourd'hui ? Voilà, je crois que tout le monde a écarté le scénario 2008, Lehman, etc. Quels sont les points d'attention, voire de vigilance qui restent de mise aujourd'hui ? Et au-delà du seul secteur bancaire, on pense à d'autres nœuds dans le système financier. Et où est-ce que la vigilance porte spécifiquement, j'allais dire, partant de ce qu'on a vécu au mois de mars? Oui, alors il y a plusieurs points. Alors effectivement, le point positif, vous l'avez dit, on n'est plus en 2008 et on a quand même appris de 2008 et donc les autorités ont réagi rapidement, ce qui était le premier point essentiel et on ne laisse plus une banque faire faillite. Ça, c'est un point important et qui permet, on l'a dit, fin mars, on finit le trimestre correctement, on met un peu la poussière sous le tapis, on verra les problèmes un peu plus tard. On a tous intérêt, je pense, à un moment donné, à terminer le trimestre correctement. Et dans ces cas-là, c'est un peu autoréalisateur. Les marchés montent à point nommé. Ceci dit, vous l'avez dit, la politique de hausse de taux directeur à la Fed, BCE, elle a un impact. Et cet impact-là, on est en train de le vivre. C'est bien normal et c'est bien la logique. Donc on ne mesure pas forcément encore toutes les conséquences sur le marché secteur bancaire. Et Christian l'a rappelé, il y a des sujets, il y a de la réallocation, il y a des inquiétudes notamment très concrètes pour les ménages américains. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact ? Je pense que le marché va encore se poser des questions sur ce sujet-là dans les prochaines semaines. Donc on s'est rassuré très rapidement conjoncturellement à court terme. Dans les prochaines semaines, il y aura des inquiétudes encore et on se posera encore des questions sur ce secteur-là et sur les impacts de ce qu'on vient de vivre sur SVB ou sur Crédit Suisse. Et après, ça rappelle que quand les taux montent, toutes les activités qui utilisent le levier, qui s'endettent, elles sont plus fragiles. Donc le secteur bancaire, bien sûr, on pense au secteur immobilier évidemment, mais on peut avoir des sujets moins clairs dans le monde du non-coté, du private equity. Est-ce qu'il y a eu des leviers ? Est-ce que des acteurs ont été plus offensifs que d'autres ? On ne le sait pas encore, ça peut arriver plus tard. On avait vécu au Royaume-Uni l'épisode rapide des fonds de pension. Est-ce que ça reviendra ou pas ? Donc ça, on va avoir dans les prochaines semaines, à mon sens, des sujets d'inquiétude momentanés, réels ou pas réels, et où le marché va se poser des questions. Et donc ça amènera de la volatilité à court terme sur les marchés actions, ça temporisera sur les taux, évidemment en parallèle. Donc ça, c'est ce qu'on va vivre à court terme et qu'il faut passer. Après, si on se projette un peu plus moyen terme, à quelques mois, quelque part, Christian l'a rappelé, le secteur bancaire va faire une partie du travail de la Fed ou de la BCE. Donc probablement que ça rapproche un peu ce fameux pivot des banques centrales que le marché attend. On a attendu le pivot de l'inflation, on est en train de le voir, alors pas encore sur l'inflation cœur, mais on est en train de le voir. À quel moment on va avoir le pivot des taux directeurs ? On s'en rapproche. Ça ne veut pas dire qu'on arrête le biais restrictif, mais on s'en rapproche. Et ça aussi, à un moment donné, ça permettra au marché action de se projeter vers une autre histoire
de relance de l'économie. Et ça, c'est ce qu'il faut regarder, parce que c'est ce moment-là où il va falloir probablement changer les portefeuilles dans un moment de stress ou dans des moments de stress. Il faudra aussi à un moment être capable de se projeter sur cette séquence suivante. Mais c'est les prochains mois, ça. Oui, j'entends. Thibault, encore quelques réflexions peut-être sur les conséquences de ce qu'on a pu observer sur quelques maillons spécifiques, faibles du système bancaire américain et européen. Ce qui frappe évidemment, c'est cette crise du passif, cette crise des dépôts, la vitesse à laquelle les choses évoluent aujourd'hui. Enfin, sur les marchés, tout le monde observe que ça va très vite déjà depuis plusieurs années. Du point de vue des dépôts bancaires, c'est quand même une nouvelle révélation aussi que la vitesse entre en jeu et devient foudroyante pour un certain nombre d'établissements. Est-ce que l'Europe, le système bancaire européen, est à l'abri de ce genre de phénomène ? Ouais, 3 remarques, si vous me le permettez. La première, la réputation, c'est important. Si vous regardez les ratios, ils sont plus faciles aux US qu'en Europe. Les Américains se moquent d'ailleurs souvent de nous en disant que nos banques sont rentables comme une baraque à frites, ce qui n'est pas faux, mais enfin c'est pas plus mal. Et ils sont encore beaucoup plus durs en Suisse. Ce qui fait que les ratios de Crédit Suisse étaient beaucoup plus solides que toutes les autres banques. Mais vous vous souvenez tous, Mary Poppins, bon, si tout le monde se dit qu'il faut aller récupérer son cash, vous pouvez avoir la valeur d'actifs que vous voulez. On l'a fait déjà, ça. Vous êtes mort. Je l'ai eu, Mary Poppins. Dans les studios. Oui, cette semaine, le penny, le dernier penny. Elle est rentrée par la cheminée. Oui. Je sais plus qui c'était, mais j'ai eu Mary. Et le point est que la réputation, c'est important. On l'a vu, et Crédit Suisse, et ensuite, du coup, cette attaque un peu frelatée sur Deutsche Bank montre que... en fait, quand quelque chose est cramé, c'est cramé. On l'a vu aussi avec Dexia à l'époque. On en parlait tout le temps jusqu'au jour où, bon, au final, ça finit par péter. Donc ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que les banques sont structurellement quelque chose de fragile par leur mode de fonctionnement. Nos concitoyens, surtout ceux qui sont les moins bien conseillés par des personnes vaguement populistes, ne comprennent pas pourquoi on fait joujou avec les dépôts des gens. Il faut avoir en tête, faisons un calcul simple, si vous mettez pour chaque Français 120 000 euros d'immobilier, à peu près, ce qui est le patrimoine moyen, bah, ça vous fait 100 000 milliards. Et 100 000 milliards en fonds propres ? Non, voilà, c'est pas gagné quand même. Et donc du coup, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est impossible de financer autrement que par des dépôts qui financent des crédits, qui viennent recréer des dépôts, qui recréent des crédits. Donc on n'a pas le choix, il faut l'accepter, mais il faut que l'auditeur le sache. C'est-à-dire que le mode de prêter des dépôts ne peut pas être fait différemment si on veut qu'un jour il y ait des crédits immobiliers. Donc vous ne pouvez pas dire à votre banque qu'il faut qu'elle prête, et en même temps, pourquoi elle prête l'argent des autres ? Parce que si elle prêtait que l'argent qu'elle a en trésor ou ses fonds propres, je peux vous assurer que vous seriez un peu déçu. On n'irait pas très loin. Troisième point, les banques centrales ont une politique qui a divergé en 2011, et on arrive probablement vers la fin de cette divergence, qui était de dire, après tout, les taux, c'est très mignon, mais ça va pas vite, on va faire des politiques non conventionnelles. Dire aux banques, quels que soient les taux, si vous n'avez pas de liquidité, ça sert à rien. Ça tombe bien, je peux vous en donner une infinité. Puis tiens, les banques centrales, on va acheter toute la dette publique, comme ça il n'y a plus de sujet de dette publique, ce qui est d'ailleurs le cas. Donc on est passé dans un monde où en fait l'indicateur de taux n'était plus l'indicateur principal. Et on arrive au bout de l'exercice. On arrive au bout de l'exercice parce qu'aujourd'hui on dit quoi aux banques ? On leur dit, tenez, je vais vous donner plein de liquidités. Puis dans le même temps, on met aux US les taux à 5, en Europe on va les mettre à 3,5. Et à tous les gens qui avaient 5, 10, 20 000 dollars ou euros sur son compte en banque disent, bah, je vais peut-être plutôt acheter une SICAV monétaire. Parce qu'après tout, bah, ça fait un peu de différence. Ceux qui avaient des dépôts vont dire, bah, je veux que mes dépôts soient rémunérés. Et donc, on vient siphonner les liquidités des banques au moment où on leur dit, par la politique non conventionnelle, je vous en donne. Donc là, ça commence à franchement se mordre la queue. Et donc, on est arrivé à un grand écart qui est trop important pour ne plus être contre-productif. Et donc, on le voit bien dans les discours des banques centrales qui, sans reculer complètement, sont en train de faire tous les petits pas par petits pas pour essayer de dire qu'elles sont bientôt arrivées au bout du truc. On voit que, voilà, cette ouverture qu'on a appelé le quantitative easing, mais qui a pris d'autres formes, effectivement, les rachats de dettes souveraines ou autres, qui a été de dire, en fait, le ministère de l'économie, c'est un peu lent, on va le faire via les banques centrales, ça va plus vite, arrive maintenant un peu au bout de l'exercice, et on ne peut plus avoir des taux à 5 aux US et espérer le compenser par des subterfuges. Donc probablement que, voilà, on est arrivé au bout de cette situation-là. Ce n'était pas encore vrai, hein, il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Je pense que là, c'est un constat qui est fait et qui va avoir des répercussions probablement assez importantes. Christian, au regard de ce qu'on vient de dire, où est-ce que vous placez la barre pour une première baisse de taux de la Réserve fédérale américaine, si c'est le sujet ? Alors honnêtement, ils sont très mal là. Ils sont très mal parce que alors je vais pas rentrer dans le détail, mais sur l'inflation, il y a quand même encore des interrogations parce que même si il y a un mouvement de désinflation sur l'indice d'ensemble, il y a quand même les services qui restent très dynamiques. Et puis il y a un point. Ça repart pas. Enfin, c'est ça. Ah attention, attention parce qu'il y a une partie. Alors ça c'est propre aux États-Unis, c'est pas vrai en Europe, mais il y a une partie de l'indice des prix dans lequel on a de l'immobilier. Et on a vu que l'immobilier était très réactif et pouvait repartir très vite. Donc, si les taux hypothécaires venaient à baisser trop vite, ça relancerait l'immobilier, relancerait l'inflation immobilière, et donc ça relancerait l'indice des prix. Donc, ils ne sont pas en position si certaine. Alors, naturellement, tout dépend où on met le curseur. Si vous me dites qu'il y a une crise bancaire majeure, durcissement des conditions de crédit, et qu'il y a un problème bancaire, bon,
très clairement, là, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Si à l'inverse, on est sur quelque chose, durcissement de crédit, mais pas trop violent, et que ça freine pas trop l'économie, rappelez-vous qu'on est quand même encore aujourd'hui sur des salaires qui fluctuent, qui évoluent sur un rythme assez solide, qu'on a les données d'enquête qui nous disent que dans les services, ils anticipent de remonter les prix. C'est fini aux États-Unis. Il y a une vraie réflexion sur les données d'enquête où les services ils disent qu'ils vont remonter les prix dans les prochains mois. C'est pas très désinflationniste, oui. Ça pourrait repartir. Alors, je vous dis pas qu'on va revenir à 10. Hein. C'est juste que le grand mouvement de désinflation qui a été très tiré par les biens, alors bien énergétiques et puis bien l'automobile, etc., qui ont vraiment tiré, c'est fini. Maintenant, on est sur une hausse des prix des biens qui est à 1% hors énergie. Donc, c'est fini ce mouvement de désinflation. Et dans les services, on est à 7-8% d'inflation. Donc, si ça se modère pas, on a une Fed qui est mal placée. Du coup, elle n'a aucune visibilité aujourd'hui. Alors, ce qui est certain, c'est qu'elle ne va pas durcir de 50 points de base la fois prochaine. Maximum 25 si elle fait 25, si elle a l'occasion, mais elle n'ira pas beaucoup plus haut. Donc, on sait qu'on est arrivé à la fin du durcissement. Maintenant qu'elle baisse les taux, il faut qu'elle ait des signaux très négatifs sur l'économie. D'accord. Et pour l'instant, on ne les a pas. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas les avoir, mais honnêtement, objectivement, c'est du scénario. Et objectivement, je peux pas, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur l'économie américaine parce qu'on est sur un risque de durcissement des conditions financières avec les banques. Mais si elles ne le font pas, et si on reste sur un financement normal, ça peut repartir très vite aux États-Unis. Et donc, on est entre deux chemins. Alors, maintenant, ils nous disent, ils ont réglé le problème. On est data dependent, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. On verra bien. Et on prend les décisions meeting après meeting. Ça, que ce soit BCE ou la Fed, ils nous le disent. Ça fait un moment qu'ils le disent, voilà. Mais là, ils vont vraiment le faire. Donc, en gros, on ne sait pas du tout où on va. Mais il faut être honnête, on ne sait pas du tout où on va vers l'économie. Donc c'est là où j'ai un problème, c'est pourquoi on a le VIX à 19. C'est un peu mon seul problème. Parce que là, quand on a les banquiers centraux qui n'ont aucune visibilité, vous avez d'un autre côté des marchés actions qui vous disent non, il n'y a pas de risque. Donc il y a un moment donné, ça va se D'autant qu'on a une volatilité sur les marchés de taux qui a encore battu des records qui reste sur la forte, partie courte, etc. Qui reste forte. Il y a un écart toujours très important entre la volatilité c'est vrai de ces deux aussi marchés. que quand on regarde les statistiques de flux, on voit que les investisseurs vont beaucoup sur le monétaire, mais ne vendent pas les actions. Non. Ça, c'est quand même, ça montre que quand même, aujourd'hui, peut-être que le poids des actions, la part des actions, aujourd'hui, finalement, les investisseurs n'ont pas de défiance à tel point qu'ils ont envie de vendre des actions. Donc ça peut expliquer la résilience du marché action, mais on est quand même assez étonné que face à toutes les incertitudes qu'on a aujourd'hui, qu'on n'ait pas plus de volatilité sur le marché action. Benoît, sur l'inflation, alors il y a la situation américaine, la situation européenne. Ce que je retrouve quand même de commun dans le discours de quelques banquiers centraux ces derniers temps, c'est le focus qui est mis sur les marges des entreprises et la reconstitution, voire l'expansion des marges des entreprises à des niveaux très élevés, historiquement très élevés, qui entretient et soutient cette inflation et ces hausses de prix, beaucoup plus que les salaires. C'était la grande crainte des banquiers centraux au démarrage du processus inflationniste. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, il y a un an, à la BBC, demandait officiellement aux salariés britanniques de ne pas demander de trop grosses augmentations de salaire. Ce même Bailey, mais Schnabel à la BCE ou Powell à la Fed, constate et observe aujourd'hui ce phénomène d'inflation tiré par les marges. Alors, c'est à la fois un phénomène très positif pour l'investisseur action, mais on voit bien que ça pose un problème quand même dans le traitement de la question inflationniste. Oui, alors il y a deux points dans vos remarques. C'est un, sur l'inflation, et Christian l'a rappelé, on a l'inflation cœur qui ne baisse pas vraiment encore, pas suffisamment, et ça va prendre du temps. Donc on va arriver à ce niveau pivot des taux Fed, des taux BCE, parce qu'à un moment donné, ils devront arrêter quand même, pour ne pas mettre en fragilité trop forte le secteur bancaire notamment, ils devront arrêter leurs taux, mais il y aura peu de baisse ou quasiment pas, parce qu'elles n'auront qu'une peur, c'est le retour de l'inflation. Donc je pense que là-dessus, elles vont être assez vigilantes, parce qu'effectivement, derrière, il y a des moteurs assez puissants en faveur de l'inflation. De manière plus générale, en fait, on rentre dans un cycle que j'estime plus normal que ce qu'on a vécu ces 10-15 dernières années, où les banques centrales luttaient contre la déflation, ce qui était extrêmement difficile et a amené à des politiques complètement atypiques et même potentiellement dangereuses. Donc on a refermé, je pense, cette parenthèse-là difficile, et on revient dans les politiques plus normales où on va lutter contre l'inflation
avec des hausses de taux, des ralentissements économiques, des baisses de taux, et puis des cycles probablement un peu plus classiques qui me semblent plus sains au final. Donc il y a ce phénomène de l'inflation qui reste encore latent, sur lesquels les banques centrales, vont rester très vigilantes parce qu'elles ont bien compris ce risque de retour de l'inflation, et donc je pense qu'elles feront attention à ce point-là. Et de l'autre côté, sur les marchés actions, il y a quand même la bonne surprise, notamment de ce début d'année qu'on a vécu tous ensemble, c'est-à-dire que en fait, la crise de 2020, qui était un manque d'offres, on arrête l'économie, les entreprises ne sont plus capables de produire, et quand elles se remettent à produire, il faut énormément de temps pour satisfaire la demande. Et quand on regarde l'épargne des ménages notamment, l'épargne accumulée n'a pas été totalement retournée et consommée dans l'économie. Donc il reste une réserve naturelle qui fait qu'il y a toujours des moteurs puissants qui font que les entreprises ont pu maintenir des marges, ont pu passer des hausses de prix sans aucun problème. Et donc ça, c'est plutôt un côté assez sympathique, c'est-à-dire que les entreprises résistent bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des rotations sectorielles et qu'il ne faudra pas faire attention et de vigilance à ces sujets-là. On l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de divergences dans les marchés actions. Mais les entreprises vont quand même plutôt globalement bien résister grâce à ce réservoir de consommation qui est encore latent et qui n'est pas totalement exploité. Et des banques centrales qui vont rester très prudentes sur le retour de l'inflation. Je pense que le retour de l'inflation, on l'aura plutôt en 2024. Parce qu'il y aura encore ce phénomène, à un moment donné, des banques centrales qui vont dire, bon, ça y est, on peut calmer un peu le jeu sur les taux, mais c'est plutôt pour 2024. D'accord. Donc il ne faut pas attendre de la part des entreprises qu'elles baissent leurs prix dans un avenir proche. Non, elles ont encore les moyens, ça marche et ça fonctionne, et elles ont encore de la demande. Voilà, c'est clair. Thibaut, sur cette spirale prix-profit qui est pas nouvelle, qui est un peu plus documentée aujourd'hui et qui est surtout constatée officiellement par les têtes pensantes, ou en tout cas dirigeantes des banques centrales. Ouais, souvent d'ailleurs quand on le constate, c'est que c'est fini. Donc il faudra voir dans quelle mesure c'est pas déjà tard. Le point est de comprendre. Il y a des exemples qui nous montrent que c'est fini. C'est juste la première chose. On a aujourd'hui aux États-Unis une inflation qui est une inflation des loyers, ce qui n'est pas très sexy, et qui, même si les loyers repartent à la hausse, a toujours un an de retard. Donc même si l'immobilier remettait à remonter, ça fera un effet dans un an. Donc on sait qu'on a une décélération qui va continuer, mais sur les 3-4 derniers mois, il y a zéro inflation des biens. Or on sait que les risques déflationnistes, de spirale déflationniste, sont sur les biens. Parce que vous vous dites, tiens, si les prix des voitures baissent, autant attendre 3 mois avant d'acheter. Vous ne vous dites pas, si l'abonnement Netflix baisse, je vais me désabonner 4 mois. Ça ne marche pas. Donc je veux dire, le spirale qui est en risque est sur les biens, et les biens ont plutôt baissé de valeur. En Europe, c'est un peu différent. Les biens, on continue à avoir des valeurs qui tiennent bien. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrête cette spirale prix-profit ? C'est-à-dire les prix des intrants montent un peu, les prix montent encore beaucoup plus, etc. Qui est particulièrement vrai d'ailleurs sur le luxe où à chaque fois que les prix de production montent de 1 dans le coût final, on monte de 10. Mais à la limite, c'est pas tellement un problème. C'est-à-dire que le poids du luxe dans les indices d'inflation et la fréquence d'achat de produits de luxe, c'est peut-être pas le truc. C'est pas le plus important. Mais en spirale, le prix-profit, c'est quand même assez impressionnant. Moi, je pensais plus à des industries comme l'agroalimentaire, la distribution, des trucs qui sont un peu plus clés aujourd'hui. Le point était juste de montrer qu'effectivement, il y a une spirale qu'on voit sur certains secteurs. Le point est que sur l'agriculture, c'est un sujet différent, mais on sait que les entrants ont des prix qui vont s'effondrer. Les forwards, par exemple, d'azote dans un an sont 2 fois moins chers qu'aujourd'hui. Donc on sait que c'est quelque chose qui est quand même derrière nous et qu'on paye un peu ce qu'on appelle les spillovers, c'est-à-dire un peu les restes de ceux qui ont eu des hausses l'année dernière de coûts et qui n'ont pas encore monté les prix. Ceci étant dit, de manière générale dans l'économie, il faut avoir en tête, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas des boucles de long terme prix-profit ? Qu'est-ce qui fait que si les prix augmentent, on n'augmente pas encore plus et que les profits augmentent ? L'arbitre, c'est la demande. Non, c'est la concurrence. On a vécu plusieurs années sans Chine. Donc je veux dire, quand vous avez des machines à laver, les chinoises arrivent, elles sont beaucoup moins chères. Soit vous êtes de très bonne qualité, vous êtes vendu, soit vous vous ajustez en prix. Quand en 2020, vous allez acheter votre machine à laver qui tombe en panne, vous allez à un magasin, on vous dit il y a 3 modèles en stock. Donc vous achetez ce qui reste. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette capacité de faire lutter les prix par la concurrence. Une des leçons de la réouverture de la Chine, c'est qu'à terme, quand ça tournera vraiment, on va avoir des stocks beaucoup plus importants, ce qu'on a déjà aux US depuis quelques mois, et ce qui a quand même plutôt tendance à arrêter l'inflation sur les prix. On le voit, il y a des articles qui disent qu'il y a trop de stockage. Quand vous avez trop de stockage, au bout d'un moment, faut baisser les prix pour écouler. Et ça, c'est quelque chose que dans certains secteurs, on voit déjà. Donc le sujet, à mon avis, clé, c'est à quelle vitesse la Chine recrée cette concurrence, qui est le truc qui casse cette boucle. C'est l'intensité concurrentielle venue de Chine qui va ramener les prix à la raison. Si vous avez une demande et que tout le monde peut vendre beaucoup plus cher, il y a plusieurs gens qui vont vouloir vendre. Donc au bout d'un moment, la boucle, elle s'arrête comme ça, il ne faut pas se mentir. Ce qui a manqué depuis 2-3 ans, c'est la concurrence, c'est des stocks. Maintenant qu'il y a un peu de stock, c'est la concurrence qui va jouer. Et de plus en plus de boîtes disent qu'elles ne veulent plus monter les prix parce qu'il faut quand même qu'elles vendent. Et je suis d'autant plus d'accord avec je pense que la Chine va jouer un rôle énorme de désinflation, dans le sens que la Chine aujourd'hui se fournit avec de l'énergie pas chère.
contrairement à nous. Faut voir, c'est que la Chine se fournit auprès de la Russie. Ouais. La Russie nous a un peu bien truandé dernièrement dans leur communication, parce qu'il y a encore un mois, ils nous disaient on va produire beaucoup moins, on va beaucoup moins exporter à cause des sanctions européennes. Et puis là, maintenant, le mois de mars est passé, et ils devaient vraiment couper sur le mois de mars. Et le mois de mars est passé, ils ont exporté autant en volume. Alors, je ne sais pas s'ils ont baissé en production dans les vrais chiffres réels. Alors, en valeur, ils ont une grosse baisse de leurs recettes, mais ça, c'est un effet prix. Ouais, mais en volume de pétrole exporté, ils n'ont pas exporté autant, et ils ont exporté énormément vers la Chine et l'Inde. Bon, et puis l'Inde raffine tout ça et nous le exporte. Mais ça, c'est pas le problème. C'est surtout qu'on voit qu'il n'y a pas de déséquilibre du marché, et surtout que la Chine, aujourd'hui, bénéficie de ce pétrole pas cher. Et donc, la Chine va être vraiment un concurrent qui va revenir de plein fouet sur les marchés avec des coûts vraiment très bas. Alors ça joue, et ça, je suis d'accord sur la partie bien. Le gros problème et l'inquiétude qu'ont aujourd'hui les banquiers centraux, c'est pas les biens. Les biens, très clairement, tout le monde est d'accord. Il n'y aura plus d'inflation, on ne va pas revenir à 10% de hausse des prix des biens. Ça va être mort, parce qu'en plus, si vous prenez même les indicateurs de chaîne d'approvisionnement, par exemple l'indicateur de la Fed de New York, vous êtes même revenu en dessous de la moyenne de long terme. Donc vous êtes vraiment sur quelque chose qui se normalise très rapidement. Donc c'est pas les biens le vrai problème, c'est les services. Et le problème des services aujourd'hui, c'est qu'on a véritablement un retour du secteur des services qui nous disent on répercute sur nos clients les hausses passées. Et on arrive à faire accepter ces hausses passées, on arrive à remonter nos prix. Et dans les hausses Même passées, les forfaits télécoms. voilà. Et ce qu'ils disent, là dernièrement, c'est qu'ils disent c'est les hausses passées de coûts de production, mais de plus en plus de salaires. Et ce qui est mentionné dans ce qu'on répercute, c'est les hausses de salaire. Et on a eu quand même une petite statistique qui est passée un peu inaperçue parce qu'on était tous focalisés sur les banques, mais on a quand même Eurostat qui nous a publié les statistiques de salaire en Europe, et on est quand même dans les services à 6,2 de hausse des salaires en Europe. D'accord. Et surtout, ça c'est la beauté des révisions des statistiques, on réécrit l'histoire, ils nous ont nettement révisé les statistiques aussi sur le 3e trimestre à la hausse. Donc du coup, j'avais un discours qui, il y a encore quelques mois, je vous disais, il n'y a pas vraiment beaucoup de tension salariale en Europe. Et là maintenant, on La est partie service, en Europe, l'inflation est à 5, quoi, voilà, grosso modo. et là, c'est en train de s'accélérer de manière très forte. Donc, mais bon. donc, il y a un vrai risque quand même. Alors, je pense que ça va surtout bloquer les banquiers centraux. Et d'ailleurs, il y a la BCE, les Allemands, du côté allemand, nous a dit que l'effet second tour salaire arrive sur l'inflation. Donc, bon, on sait qu'ils ont un petit biais inflationniste et qu'ils regardent ça de très près, mais il va y avoir un vrai débat au sein de la BCE là-dessus, très clairement, sur cette inflation dans les services. Et donc, ça va vraiment bloquer la BCE. Et je pense que ça va être... Alors, encore une fois, ils vont être plus prudents dans la hausse des taux, ils tiennent compte de l'environnement, on est d'accord. Mais anticiper véritablement qu'ils desserrent les taux, ça va être compliqué. Après, le seul élément qui est positif quand même dans le mouvement de désinflation, c'est que ça va faire remonter les taux réels. Et donc, leur politique monétaire va devenir de plus en plus récessionniste, de plus en plus restrictive. Donc, attention, le seul problème qu'on a maintenant avec les marchés, c'est pourquoi vous n'anticipez pas une récession. Quelques mouvements, je sais pas, le monétaire, le retour sur des valeurs alors qu'on connaît parce que pendant 10 ans ils ont surperformé, c'est peut-être déjà des signes aussi que voilà, on préfère pour l'instant trouver un refuge. Il y a encore, en tout cas, plus que d'être ce qui est certain, téméraire. quand vous regardez les analyses d'actions et les projections de PS, c'est pas inscrit. Non, c'est pas inscrit aujourd'hui. Non. Logique d'investissement. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est confirmé? Comment on se positionne? Alors, dans une phase un peu d'attente de ce que je comprenais, Benoît, la séquence devant nous est plutôt celle d'un retour peut-être à un moment du cycle et donc pour certaines parties du marché, retour à meilleure fortune également. Oui, alors, pour revenir très rapidement, la séquence, c'est quoi? C'est des taux directeurs qui vont rester à des niveaux élevés quoi qu'il se passe. Donc une séquence économique de ralentissement. Alors c'est probablement pas en récession parce qu'on estime quand même qu'il y a ce réservoir de demande qui reste forte et qui fait qu'on arrive quand même à tenir. Alors, ce niveau très proche de récession, mais pas sur une récession technique. Oui. Voilà. Donc, ralentissement économique. Et donc, quand même, à mon avis, un discours un peu plus accommodant des banques centrales et des marchés qui se projettent vers une nouvelle histoire de relance et qui permettra à ce moment-là de tourner les portefeuilles vers des sujets plus cycliques, plus pro-croissance, qu'on n'a pas encore dans nos portefeuilles. Et qu'il faudra, à un moment donné, avoir le courage d'avoir pour jouer la séquence suivante. Ce n'est pas encore maintenant, mais ça va arriver à un moment donné. Et parallèlement, on est toujours dans un environnement
monétaire et obligataire qui est, à notre sens, très favorable. Pourquoi ? Parce que on peut à nouveau, depuis 10 ans, ce n'était pas le cas, avoir du monétaire dans les portefeuilles, ce qui est quand même très sympathique et très confortable. Hein, c'est pas de vol et du rendement. Et on peut avoir des obligations de très bonne qualité, gouvernementales, ce qu'on ne pouvait plus faire depuis 10-15 ans, avec des rendements très satisfaisants. Donc ça permet d'avoir des portefeuilles qui sont quand même, somme toute, équilibrés, avec une rentabilité satisfaisante et une vol limitée. Derrière, on captera des opportunités sur les marchés actions dans les mois qui vont venir. Où est-ce qu'on est à l'aise sur la courbe obligataire aujourd'hui ? Est-ce qu'on a envie d'aller reprendre un peu de duration, de longueur ? Il fallait être très court à un moment, puis le court s'est fait quand même beaucoup secouer aussi. Non, en fait, dans la séquence, l'idée, c'est plutôt de se dire on est plutôt sur la partie courte parce qu'elle est bien rémunérée pour le moment. Et on attend cette phase que j'expliquais, favorable à un cycle pro-croissance pour les actions. On attendra cette phase-là, peut-être pour revenir sur du plus long sur les marchés obligataires. Pour le moment, on ne voit pas l'intérêt d'aller sur du trop long qui est plus faiblement rémunéré souvent que la partie courte. Sur la logique obligataire, Thibault ? Oui, alors ça dépend si on parle d'emprunt d'État, de quoi on parle. C'est vrai que sur les emprunts d'État, la courbe, elles sont plutôt inversées. Donc c'est vrai qu'aller chercher du très long, il y a toujours l'idée que si aux États-Unis, on commence à avoir un peu peur de déflation sur les biens, ça peut calmer les banques centrales et que si on a du 30 ans, on gagnera sûrement de l'argent. Mais on va dire qu'en termes de risque, c'est quand même aussi quelque chose qui est beaucoup plus significatif s'il y a un ancrage de l'inflation. Sur la partie crédit, en revanche, on va plutôt chercher au moins du 5-6 ans avec deux logiques. La première, c'est qu'il y a une asymétrie qu'on n'a presque jamais connue sur le crédit. Je vous rappelle qu'en 2009, les sociétés se battaient pour emprunter à 10%, pendant que personne ne voulait placer. Aujourd'hui, il y a des fonds datés qui lèvent des centaines de millions tous les jours, versus quasiment pas d'émissions. Donc on a une asymétrie qui est complète, et ça va pousser. Puis il faut rappeler que souvent les dettes courtes ont déjà été rappelées. Donc les sociétés qui ont des dettes courtes sont souvent des sociétés qui ont plus de sujets que paradoxalement ceux qui ont levé et qui sont tranquilles sur 4 ans. Donc c'est vrai que sur l'emprunt d'État, où le cache pas tellement d'intérêt de s'allonger, sur le crédit, pas hésiter à aller un peu plus long, surtout que quand on a ce type de taux qu'on connaît aujourd'hui, il y a souvent des rebonds assez violents qu'on a connus par le passé, de par cette asymétrie qu'on connaît. Et donc c'est vrai que nous, dans nos portefeuilles, le crédit 5-6 ans reste quelque chose sur lequel on est particulièrement à l'aise. Parmi, il faut bien le dire aujourd'hui, avec les baisses très fortes des dernières années, beaucoup de segments sur lesquels on est à l'aise de toute façon. Donc le moyen de faire ses courses est assez facile. On a des small caps qui se payent 10 fois les résultats, ce qu'on a connu qu'en mars 2009, ce qui offre des bonnes opportunités. On a des valeurs, même si on prend l'exemple du Stoxx ou du CAC 40, qui sont quand même très peu chères, alors même qu'il y a une croissance qu'on n'a jamais connue dans ces indices. C'est-à-dire que le fait d'avoir remplacé des top poids bancaires ou de sociétés pas très excitantes par des ASML ou des LVMH donne des profils qu'on n'avait pas et qui devraient se payer comme des indices américains et qui sont très loin de le faire. Donc je pense que les opportunités sont assez larges, mais le crédit à yield, 5-6 ans, comme l'investment grade d'ailleurs, mais sont des thématiques sur lesquelles on est vraiment très à l'aise aujourd'hui. Christian ? Dans le marché, là, qu'est-ce qui paraît pertinent, encore une fois, partant de la discussion et de ce qu'on a vécu au cours du mois de mars, qui peut avoir remonté un peu quand même les niveaux de vigilance, de prudence Moi, je suis pour l'instant monétaire. Voilà. Non, franchement, moi, c'est le pari de début d'année. Quels actifs battront la performance du rendement monétaire en 2023 ? Aujourd'hui, j'ai pas de visibilité, moi, sur l'économie. Alors, je peux vous faire des scénarios, encore une fois, mais ça reste du scénario. Et je trouve que notre horizon de prévision est très très faible parce qu'on a tellement d'éléments divergents qui sont aujourd'hui dans les économies. On en a parlé sur, par exemple, les ménages. On a des résidus de l'effet Covid, de post-Covid qui perturbent complètement parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous analysez les données d'enquête, vous avez des secteurs qui vont très très bien et qui vont aller très bien. Je vous prends par exemple, on l'a vu là pas plus tard qu'aujourd'hui avec les anticipations autour de l'aérien, mais c'est vrai, aujourd'hui, vous avez des Chinois qui vont sortir de Chine et qui vont revenir. Donc, est-ce que vous allez dire à une agence de voyage que ça va aller mal cet été. Il part de zéro, il se retrouve avec des Chinois qui vont revoyager. Donc il y a forcément des secteurs qui vont très très bien et puis d'autres qui souffrent énormément. Donc on est véritablement, on pourrait prendre même dans l'industrie, vous avez des secteurs de la défense qui vont très bien et puis d'autres secteurs qui sont l'automobile qui vont être très clairement attaqués. Donc il y a véritablement aujourd'hui une vraie difficulté à avoir une vision. Donc pour moi, défensif au maximum. Bon, eh bien voilà, des stratégies défensives, le monétaire qui a été privilégié, on l'a vu encore dans les flux de collecte au cours de ces dernières semaines. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parizeau, président d'Altair Economics, Thibault Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel et Benoît Vesco, président de Delubac Asset Management, étaient nos invités en plateau.
Fin de ce mois de mars et comme chaque dernier vendredi du mois, nous avons rendez-vous pour un décryptage éco avec les équipes de SPAC, plateforme dédiée à la démocratisation et à l'accès à l'information économique et financière. Et c'est l'économiste associé de SPAC, Michel Rumi, qui est avec nous chaque mois. Bonsoir Michel. Qu'est-ce qui fait qu'une banque commerciale est solide ou fragile en 2023? C'est le sujet qu'on traite avec vous après 3 semaines d'incidents bancaires répétés, fréquents, aussi bien sur le territoire américain, dans le segment des banques moyennes, que dans le secteur bancaire européen, avec là l'exemple suisse d'une banque systémique qui était un suspect habituel, on va dire, un maillon fragile, habituel pour les investisseurs. Comment on en est arrivé là, Michel? Comment en 3 semaines, là, on a l'impression que le monde a changé, en tout cas pour le secteur bancaire? En fait, on va avoir deux scénarios différents, un aux États-Unis et un en Europe. Celui des États-Unis, en fait, c'est les secousses qui ont ébranlé les banques américaines ont une cause commune, c'est l'industrie digitale. Ce qui est très important, c'est que la faillite de Silicon Valley Bank est la plus inquiétante dans la mesure où elle était la plus grosse banque des 3, était classée au 16e rang en termes de volume d'actifs. C'est pas une petite banque. Hein. Voilà, non, mais parce qu'on a beaucoup dit c'est une petite banque de Californie, enfin, les premières heures où tout le monde découvrait. Non, c'est la 16e banque américaine. Voilà, et c'est une banque systémique pour un écosystème technologique et d'innovation aux États-Unis. Tout à fait, et qui est un secteur important pour l'économie américaine et qui a expliqué la rapidité de la réaction des autorités. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pourquoi il y a eu ce problème? Parce qu'il y a le problème en amont, ce que j'appelle l'événement générateur de la crise, c'est en fait les signes de fatigue que donnait cette industrie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des atermoiements en fait, d'Elon Musk, la stratégie d'Elon Musk qui est un des gourous de cet écosystème qui n'était pas clair. Il y avait des levées de fonds qui étaient plus difficiles, il y avait des licenciements mal expliqués, il y avait le marché des cryptos qui était en crise de confiance, et puis il y a surtout la remontée des taux des politiques américaines. Et donc, le résultat de ce climat, c'est que d'un seul coup, les entreprises de la tech qui voulaient emprunter ont eu des taux plus élevés. Et donc, c'est logique, on va se retourner pour retirer notre argent qui est sur les banques, à notre banque. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la SVB n'a pas pu faire face rapidement à cette demande de liquidité. Et bien qu'elle ait, on va dire, des actifs de qualité, en fait, elle a pas pu faire face. Et donc, c'est surtout le fait, c'est qu'elle a eu un problème de couverture de risque de taux, de hausse de taux. Donc, c'est ce qui est important. Et parce que la tech est un secteur important de l'économie américaine, eh bien, les autorités ont vite réagi. Et c'est ça qui est très important là-dessus. Et c'est ça qui pose ce type, c'est que la crise de SVB, c'est pas une nouvelle crise bancaire au sens large, c'est sectoriel, dans un secteur qui est important pour l'économie. C'est un maillon spécifique qui est attaqué pour des raisons particulières, mais c'est pas une crise de l'ensemble du fonctionnement du système bancaire. Ouais. Je redonne juste l'intensité du bank run de SVB. Ça a été détaillé, je le rappelle, par Michael Barr, vice-président de la Fed en charge de la supervision bancaire cette semaine. Le 9 mars, jeudi 9 mars, c'est 42 milliards de retraits effectifs de dépôts chez SVB. Le lendemain, la demande était pour 100 milliards de retraits de dépôt, et c'est là où ça craque, et c'est là où vient la mise sous tutelle. Même la liquidation du portefeuille obligataire ne suffit pas à couvrir ça. Washington Mutual, dernière faillite bancaire aux États-Unis en 2009, c'était une fuite de dépôt qu'on a mesurée autour de 18 milliards, je crois, sur plusieurs mois. Sur peut-être 2 ou 3 mois. Et c'est ça qui est très important de saisir, c'est que, à la différence des autres crises, c'est que cette crise s'est diffusée via les réseaux sociaux. Et c'est ce qui est très important de saisir, c'est que, en fait, c'est la viralité des réseaux sociaux qui ont accéléré la retraite de fonds. Et puis surtout, le coup de grâce a été donné par Peter Thiel, qui est, on va dire, un investisseur clé de la Silicon Valley avec PayPal, qui a dit ce serait bien de retirer vos fonds. Ouais. Et là, d'un seul coup, ça a les boucles WhatsApp, etc. Voilà. Tout ça a effectivement accéléré et amplifié, intensifié ce phénomène. On appartient à une génération, Michel, qui a comme référentiel, en tout cas récent, en matière de crise bancaire, la grande crise financière de 2008. Donc, on comprend que les causes qui ont fait craquer ces maillons sont très différentes. Néanmoins, est-ce que partant de causes différentes, on peut imaginer des effets identiques à ceux de 2008 ?
Non, en fait, par rapport à 2008, c'est en fait la crise des subprimes. Et ces subprimes, on va dire, ont été vendus via la titrisation à des banques qui étaient avides, on va dire, d'argent, Oui. que greed is good, n'oublions pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles vendaient ces crédits à des clients avec de bons rendements. Et tout le monde a mis le pot dans le miel, notamment les banques occidentales et asiatiques, et elles se sont fait attraper. Et donc, d'un seul coup, ça a été la diffusion. Là, concrètement, c'est une crise sectorielle avec un schéma particulier, parce que c'est un terreau, on va dire, favorable, dans la mesure où on avait eu des politiques monétaires accommodantes, on savait la hausse des marchés, on avait une remontée des taux, donc on savait en fait quelque chose qui allait arriver. Ouais. C'est le maillon le plus faible qui a été touché, c'est la SVB, mais c'est pas le seul, hein, on risque d'avoir encore des surprises. Et toutes ces conditions a demandé une correction. Et en fait, la réponse a été donnée par la SVB là-dessus. Et c'est ça qui est important, c'est que concrètement, il y avait des choses qui se tramaient, c'est comme l'orage avant la pluie, il y a les éclairs, ça tonne, et puis à un moment donné, ça tombe. Et là, c'est l'effet. Mais heureusement, la réponse a été rapide et ça a été limité. On se doutait. On avait fini par imaginer que peut-être la remontée foudroyante des taux de la Fed serait indolore. On parlait d'immaculée désinflation, désinflation indolore, etc. Parce que ça faisait un an qu'effectivement, mis à part dans les marchés très liquides, où là le repricing a été très violent en 2022, on ne voyait pas apparaître de problèmes particuliers dans l'économie réelle et ni dans le système financier. Comment on n'a pas vu ce qui arrivait ou ce qui allait arriver d'une certaine manière? En fait, il y a eu la réponse. On s'attendait à un accident. Ouais. Simplement, on ne sait pas quand. C'est comme je peux vous dire, je peux pas être gros. Je peux dire, il y aura un accident sur les marchés, mais il y aura une récession un jour. Voilà. Oui. Voilà. La Fed baissera ses taux un jour. Voilà, exactement. Exactement. Et je serai gourou. Bien sûr. Donc l'idée est que il y a eu ces aspects-là, c'est qu'on ne sait pas. Donc la grande difficulté, c'est cette faillite limitée, c'est le retour de bâton des politiques monétaires accommodantes, et c'est le maillon le plus faible qui a explosé. Puis en même temps, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi? En fait, l'idée, c'est pourquoi ça a explosé. En fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'il y a eu la loi Dodd-Frank en réponse à la crise des subprimes. Et en fait, c'est ce que les Américains ont considéré, les États-Unis ont considéré qu'ils étaient uniquement couverts, et notamment ils l'ont appliqué. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les États-Unis font du stock picking entre guillemets avec la réglementation, et ils n'ont appliqué cette réglementation que dans les plus grosses. Et on a oublié les banques régionales. Et comme toute chose, ça a amené. Donc en fait, c'est un problème de prévention au niveau des États-Unis, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu cet aspect-là. Mais c'est bien la manière dont les Américains ont affranchi une partie du secteur bancaire de cette supervision, plus qu'un problème de la réglementation elle-même et de Bâle 3, telle qu'elle est appliquée en Europe, telle que les États-Unis le retranscrit pour leur Tout système bancaire. En fait, le système européen applique scrupuleusement, on va dire, les réglementations de Bâle 3. Bâle 3 dit, en gros, en termes de liquidité, il faut que vous ayez assez de liquidité pour faire face, on va dire, au retrait possible. Bon, il y a d'autres liquidités, mais d'autres ratios, mais il y a celui-ci qui dit les banques doivent être liquides pour faire face. Et en fait, les États-Unis ont pris ce qu'ils souhaitaient, et souvent, et c'est notamment avec M. Trump, les États-Unis ont contesté un peu la méthode européenne, nous disait vos modèles internes empêchent en fait la liberté d'entreprise de s'exercer. Regardez, vos banques sont pas rentables. Voilà. Non, mais c'était exactement un peu ça. Exactement. Un peu ça. Donc en fait, c'est sûrement le Bâle 3, il y a encore encore des améliorations. Mais pour l'instant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut déjà l'appliquer avant de pouvoir résoudre en fait ce problème-là. Moi, un truc qui m'a marqué, mais c'est plus autour du cas Crédit Suisse, où justement, là, l'Europe est quand même plus avancée que les États-Unis en matière d'application de la réglementation. Les grandes banques majeures américaines, les 4-5 grandes banques qu'on a tous en tête, elles appliquent très strictement la réglementation parce que ce sont des standards internationaux qu'il faut respecter. Mais en Europe, on va dire que l'application est beaucoup plus globale, beaucoup plus générale, au point même qu'une banque fragile, identifiée comme fragile, se sachant fragile comme Crédit Suisse, avait des ratios de liquidité, des ratios de solvabilité supérieurs aux exigences réglementaires et même supérieurs à la moyenne des autres banques européennes. Et pourtant...
Oui. Et pourtant, ça ne protège pas. Et pourtant, on se retrouve toujours, in fine, entre quatre murs, un dimanche soir, à résoudre le deal de manière assez politique, il faut le dire. Alors qu'on a prévu des mécanismes de résolution qui doivent permettre justement d'évacuer le côté émotionnel, psychologique, politique, etc. pour rester cadré dans quelque chose une feuille de route, un playbook. Tout à fait. Et tout va en éclat. Oui. Au dernier moment. Mais en fait, le Crédit Suisse, c'est un problème depuis une quinzaine d'années. En fait, c'est devenu plus prégnant il y a 3 ans, et puis maintenant, c'est devenu très fort depuis 6 mois. Et c'est ça qui est très important, c'est que, et ce qu'il faut bien voir, c'est la réponse apportée par les autorités suisses, et même les autorités européennes, puisqu'on a dit, on ne remet pas en compte la législation en cours, mais on va demander à une banque nationale suisse, on va dire l'UBS, de reprendre Crédit Suisse, pour montrer qu'en fait, c'est la règle du jeu, et en même temps, ça va jouer sur le marché pour rassurer les secteurs bancaires. Bien sûr, après, ça va jouer sur au niveau on va dire, de la place du système bancaire suisse, mais malgré tout, la législation tient la route, entre guillemets. Cette crise de confiance vis-à-vis du secteur bancaire, elle s'est traduite, alors que ce soit aux États-Unis ou en Europe chez Crédit Suisse, par une fuite des dépôts, une crise du passif. On l'a vu avec le bank run de SVB. Est-ce qu'il faut trouver une manière de rassurer définitivement les déposants du monde entier sur la sécurité de leurs dépôts au sein des grands établissements bancaires? On a cru à un moment que Janet Yellen au Trésor américain allait mettre sur la table la possibilité d'une garantie totale des 17 000 milliards de dépôts bancaires aux États-Unis. En fait, c'est là la difficulté. C'est que pendant un certain temps, on a dit... avec la crise des subprimes, on a été échaudé, donc on va prendre tout ce qu'il fallait, donc on s'est un peu endormi. Et puis en fait, ça nous a rappelé. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'un petit fait d'actualité, le prix Nobel 2022 en économie a été attribué à Diamond et Davis, qu'est-ce qu'ils font ? Leurs travaux travaillent sur on va dire, concluer sur le fait que les banques ont majoritairement un risque d'illiquidité. Et donc, quelle était la conclusion de leurs travaux? Ils disaient, ben voilà, soit on fait intervenir la Banque centrale, soit on va travailler sur la garantie de dépôt. Mais là, on va envisager peut-être une garantie illimitée. 600 000 en Europe, 250 000 aux États-Unis. Voilà. Oui, mais là, c'est l'ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, d'une certaine manière. Il n'y aura pas de faillite, entre guillemets, et il n'y a pas de risque de confiance. Alors, est-ce que c'est la bonne solution? Ça, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que, certes, à court terme, ça rassure les déposants. Je suis tranquille, j'ai mon argent, et donc il n'y a pas de panique. Simplement, si on l'installe, le grand problème, c'est que les banques se disent, comme j'ai la garantie de dépôt, je fais ce que je peux. Donc je fais ce que je veux d'une certaine manière, je ne prends pas de risque. Pourquoi je resterai discipliné? Voilà. Pourquoi je ferai bien mon travail? Puisque même si je ne le fais pas très bien, de toute façon, les dépôts sont garantis. Et c'est ça qui est important. Et là, du coup, c'est ça qui pose le problème. En même temps, c'est ce qu'on appelle en économie le phénomène d'aléa moral. C'est l'État ne sait toujours pas ce que vont faire les banques. Et donc, ce système de garantie limitée n'est pas viable à long terme. Et ça risque à poser des problèmes. Et donc, comme vous l'avez rappelé, en fait, le Bank Term Funding Programme des États-Unis, c'est en quelque sorte une garantie limitée, mais on va dire pendant 1 an. Ouais. Mais ce qui va se passer, c'est cette garantie limitée nécessite de grands fonds et ça peut se poser des problèmes. Oui, puis c'est quand même une liquidité qui a un coût, quoi. Ah oui. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste la signature américaine qui permet de tout garantir. Il y a un coût pour cette liquidité d'urgence demandée par les banques. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier qu'une banque centrale doit aussi, je dirais, gagner de l'argent. Merci beaucoup Michel, merci pour ce décryptage particulièrement nécessaire encore une fois ce mois-ci à la suite des 3 semaines de stress, de crise bancaire, je ne sais pas comment le qualifier encore aujourd'hui, même si l'apaisement est revenu sur les marchés, évidemment ce qui s'est passé au mois de mars est loin d'être anodin et peut-être que d'autres répercussions d'ailleurs sont encore devant nous de ce point de vue-là. Michel Rumi, économiste associé de SPAC, avec nous une fois par mois le vendredi pour ce décryptage éco dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Voilà pour cette édition ce soir, très bon week-end. Nous nous retrouvons lundi à 12h30 en direct sur Bismart.